Par une froide nuit d'hiver, un millionnaire dîne seul dans un restaurant de luxe lorsqu'une fillette mendiante de 6 ans entre timidement dans l'établissement, se tenant le ventre de faim. Elle s'approche d'un serveur et chuchote. « Monsieur, pouvez-vous me donner de la nourriture? J'accepterai même les restes de quelqu'un. » Lorsque l'agent de sécurité la saisit par le bras et qu'elle se met à pleurer, le millionnaire se lève et crie « Lâchez-la, c'est ma fille » et invite la jeune fille à dîner avec lui. Le lendemain, la fillette apparaît à son bureau, apportant un cadeau, la seule chose de valeur qu'elle possédait. Quand il voit de quoi il s'agit, il se met à pleurer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent mordant de décembre fouettait les fenêtres du restaurant Lernad tandis qu'Edward Davis regardait les gouttes de pluie glisser le long de la vitre comme des larmes silencieuses. À 42 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, une fortune bâtie à la sueur de son front et avec intelligence, un penthouse dans un quartier privilégié de Manhattan, des voitures de luxe qu'il conduisait rarement. Pourtant, cette nuit-là, assis seul à une table réservée pour deux, il ressentait un vide que tous ces millions ne pouvaient combler. Isabella était à Paris depuis 3 semaines, profitant d'une virée shopping qui semblait s'étirer indéfiniment. Ses messages arrivaient sporadiquement, toujours accompagnés de photos dans des boutiques coûteuses ou des restaurants exclusifs, comme pour lui rappeler constamment que son absence était intentionnelle. Edward soupira, faisant tournoyer le vin rouge dans son verre en cristal, regardant le liquide sombre refléter les lumières dorées de l'ambiance sophistiquée. Le restaurant bourdonnait des conversations feutrées de la haute société. Des femmes élégantes exhibaient des bijoux valant plus qu'une maison, tandis que des hommes en costume discutaient d'affaires de plusieurs millions de dollars entre deux bouchées. Edward connaissait ce monde d'apparence, mais cette nuit-là, il se sentait comme un étranger observant une pièce dont il ne voulait plus faire partie. C'est alors qu'elle apparut. Une petite silhouette émergea à l'entrée du restaurant, si fragile qu'elle semblait un fantôme matérialisé par la brume nocturne. La fillette ne devait pas avoir plus de 6 ans, vêtue d'un manteau déchiré qui avait autrefois été rose mais était maintenant un mélange de couleurs indéfinies. Ses cheveux bruns étaient ébouriffés et ses grands yeux sombres brillaient d'un mélange de peur et d'espoir désespéré. Edward sentit son cœur s'accélérer en regardant l'enfant s'approcher timidement du serveur le plus proche. Ses petites mains serraient son estomac, même à distance, il put entendre le son doux et brisé de sa voix. « Monsieur, s'il vous plaît, pourrais-je avoir de la nourriture? Je prendrai n'importe quoi, même des restes. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Toutes les conversations cessèrent instantanément, comme si quelqu'un avait mis le monde en pause. Les clients se tournèrent dans leurs chaises, certains avec des expressions de choc, d'autres de dégoût à peine dissimulé. La fillette resta là, vulnérable et exposée, attendant une réponse qui ne venait pas. Le serveur, visiblement embarrassé, chercha de l'aide du regard. C'est alors que l'agent de sécurité du restaurant, un homme costaud en costume noir, s'avança à grands pas vers l'enfant. Ses doigts épais se refermèrent sur le bras mince de la fillette, serrant avec une force inutile. « Sors d'ici, ce n'est pas un endroit pour les mendiants », cria-t-il, la tirant vers la porte. La fillette commença à pleurer, un son aigu et désespéré qui traversa l'air comme une lame. Ses larmes coulaient librement tandis qu'elle essayait de se libérer de l'étreinte douloureuse, mais sa force était insuffisante face à la brutalité de l'homme. Edward sentit quelque chose exploser dans sa poitrine, une rage primitive mélangée à une compassion qu'il ne savait pas posséder s'empara de chaque fibre de son être. Sans penser aux conséquences, sans calculer les risques pour sa réputation, il se leva brusquement, renversant sa chaise par la même occasion. « Lâchez-la » Sa voix résonna dans le restaurant comme le tonnerre. « C'est ma fille !» Le temps s'arrêta. 200 paires d'yeux se tournèrent vers Edward, qui restait debout, respirant difficilement, le visage rouge d'indignation. L'agent de sécurité relâcha immédiatement la fillette, comme s'il avait été électrocuté. L'enfant regarda Edward avec une expression de confusion totale, ses larmes brillant encore sur ses joues sales. Edward n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Il ne savait pas pourquoi il avait menti de cette façon, ni quelles seraient les conséquences de ce moment impulsif. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas les laisser faire du mal à cet enfant sans défense. Mais maintenant, avec tous les regards braqués sur lui et un mensonge suspendu dans l'air, Edward allait devoir trouver comment transformer ses paroles en réalité, même si cela devait lui coûter tout ce qu'il possédait. Le silence dans le restaurant était si épais qu'Edward pouvait entendre son propre cœur battre irrégulièrement. Le mensonge qu'il venait de prononcer planait dans l'air comme un nuage d'orage, et il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Tous les regards restaient fixés sur lui, attendant une explication qu'il n'avait pas.
La fillette resta debout là où l'agent de sécurité l'avait relâchée, regardant Édouard avec un mélange de gratitude et de confusion. Ses larmes avaient cessé, mais la trace humide brillait encore sur ses joues sales. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle sentait que quelque chose avait radicalement changé en sa faveur. Édouard prit une profonde inspiration, essayant de contrôler le tremblement de ses mains. Il n'avait jamais été père, il n'avait jamais voulu d'enfant. Isabella avait toujours clairement indiqué que les enfants ne faisaient pas partie de ses luxueux projets de vie. Mais là, à cet instant, en regardant cet enfant fragile et effrayé, quelque chose en lui changea définitivement. « Viens ici, ma puce », dit-il, sa voix plus douce, tendant la main vers la fillette. « Tu dois avoir très faim. » L'enfant hésita un instant, comme un animal blessé, ne faisant pas entièrement confiance à quelqu'un qui offrait de l'aide. Ses grands yeux scannèrent le visage d'Édouard, cherchant des signes de tromperie ou de cruauté. Elle devait avoir vu quelque chose qui la rassura, car elle commença lentement à marcher vers lui. Le gérant du restaurant, un homme élégant d'âge moyen, s'approcha de la table à pas prudents. Édouard le connaissait depuis des années, il avait toujours été traité avec la déférence réservée aux clients les plus importants. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, un mélange d'inquiétude et de curiosité à peine dissimulé. « Monsieur Davis » chuchota le gérant, « peut-être vaudrait-il mieux que vous en discutiez dans un cadre plus privé. » Édouard comprit immédiatement, sa réputation était compromise à chaque seconde qu'il restait là. Les autres clients chuchotaient déjà entre eux, et il pouvait imaginer comment l'histoire se répandrait dans les cercles sociaux avant même la fin de la nuit. Mais il regarda de nouveau la fillette, qui était maintenant à côté de lui, tremblant de froid et de faim, et sut qu'il n'y avait pas le choix. « Non », répondit-il fermement, « ma fille dînera ici avec moi, à la table que j'ai réservée. » Le mot « fille » sonnait étrangement en sortant de sa bouche, mais il apportait aussi un sentiment inattendu de protection et de responsabilité. Édouard tira une chaise pour la fillette, l'aidant à s'asseoir. Elle était si petite qu'elle atteignait à peine la table correctement. « Comment t'appelles-tu » demanda Édouard, se rasseyant et essayant de paraître naturel au milieu des regards curieux. « Sophia » répondit-elle doucement, toujours méfiante. « Mais pourquoi as-tu dit que je suis ta fille ? Je n'ai pas de père. » La question innocente frappa Édouard comme un coup de poing dans l'estomac. Il réalisa qu'il s'était mis dans une situation bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Comment expliquer à une enfant de 6 ans qu'il avait menti pour la protéger ? Comment justifier une mascarade qu'il ne comprenait même pas entièrement ? « As-tu faim » Il changea de sujet, ramassant le menu. « Tu peux commander tout ce que tu veux. » Sophia regarda le menu avec de grands yeux. Les lettres étaient incompréhensibles pour elle, et les prix étaient des chiffres sans signification. Son expérience de la nourriture se limitait à des restes trouvés dans les poubelles ou des restes que quelques commerçants gentils lui offraient occasionnellement. « Je ne sais pas lire », avoua-t-elle timidement, baissant la tête, « et je n'ai jamais mangé dans un endroit comme ça. » Édouard ressentit une douleur au cœur. Combien d'enfants comme Sophia erraient dans les rues, invisibles aux yeux de gens comme lui ? Combien de nuits avait-il dîné seul dans des endroits chers pendant que de petits êtres humains mouraient de faim dehors ? « Alors, je vais commander pour toi, » dit-il doucement. « Que dirais-tu de commencer par une bonne soupe chaude ?» Lorsque le serveur s'approcha, Édouard remarqua l'expression embarrassée du jeune homme. Tout le personnel du restaurant était manifestement mal à l'aise avec la situation, mais il n'osait pas interroger un client aussi important. « Apportez une soupe de légumes pour la jeune demoiselle, » ordonna Édouard, et ensuite une assiette de pâtes avec une sauce légère et un chocolat chaud. Pendant qu'ils attendaient la nourriture, Édouard observa Sophia discrètement. Malgré la saleté et les vêtements usés, il y avait quelque chose de spécial chez elle, une dignité naturelle que la pauvreté ne pouvait détruire, une force silencieuse qui la maintenait en vie malgré toutes les adversités. C'est alors qu'Édouard comprit quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. Ce n'était pas seulement un mensonge prononcé sous le coup de l'émotion, c'était un appel, une destinée qu'il avait choisi d'accepter sans même s'en rendre compte. Mais comment transformer une mascarade en réalité sans détruire tout ce qu'il avait construit ? La soupe arriva, fumante, servie dans un bol en porcelaine blanche avec des détails dorés. Sophia regarda le plat comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable, ses petites mains tremblant légèrement en tenant la cuillère en argent. Édouard observa chacun de ses mouvements, remarquant à quel point elle était prudente, presque révérencieuse avec chaque ustensile. « Tu peux manger » l'encouragea Édouard doucement, « c'est à toi. » Sophia porta la première cuillerée à sa bouche et ferma les yeux. Le goût de la soupe maison, préparée avec des ingrédients frais et des assaisonnements choisis,
explosa sur son palais comme une symphonie de sensations complètement nouvelles. Elle n'avait jamais rien expérimenté d'aussi délicieux, d'aussi nourrissant, d'aussi digne. Des larmes commencèrent à couler silencieusement sur son visage. Édouard sentit son cœur se contracter. « Qu'est-ce qui ne va pas, Sophia? La soupe n'est pas bonne? » « Elle est très bonne, » sanglota-t-elle doucement sans arrêter de manger, « c'est juste que je n'ai pas mangé depuis 3 jours et je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux de toute ma vie. » 3 jours. L'information frappa Édouard comme un éclair. Une enfant de 6 ans avait passé 3 jours entiers sans nourriture alors qu'il se préoccupait de vin cher et de plats sophistiqués. Combien d'autres enfants étaient dans la même situation à cet instant même? 3 jours, répéta-t-il, essayant de garder sa voix contrôlée. Où as-tu dormi, Sophia? Dans différents endroits, répondit-elle entre 2 cuillerées, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Parfois sous le pont, parfois à la porte de l'église quand il fait trop froid. Hier, j'ai dormi sur un banc de parc, mais la pluie m'a réveillé. Édouard serra les poings sous la table. La colère qu'il ressentait n'était pas dirigée contre la fillette, mais contre un monde qui permettait aux enfants de vivre dans de telles conditions. Comment en était-il arrivé à devenir si inconscient de la souffrance qui existait sous ses yeux? Le plat principal arriva, des pâtes délicates avec une sauce tomate légère, spécialement préparée pour le palais d'un enfant. Sophia regarda la portion généreuse avec un étonnement sincère. C'était plus de nourriture qu'elle n'en avait vu réunie depuis longtemps. « Je peux manger tout ça ?» demanda-t-elle incrédule. « Bien sûr, » répondit Édouard, la regardant savourer chaque bouchée avec une gratitude qui le touchait profondément. « Et si tu as encore faim, nous pouvons en commander davantage. » Tandis que Sophia mangeait, Édouard remarqua les autres clients du restaurant. Certains avaient repris leur conversation, mais beaucoup lançaient encore des regards curieux et jugeurs vers leur table. Il pouvait entendre des chuchotements étouffés, des commentaires sur sa fille et des spéculations sur l'endroit où elle avait bien pu se trouver tout ce temps. Monsieur Davis, le gérant s'approcha de nouveau, cette fois avec une expression plus inquiète. « Je m'excuse d'interrompre, mais certains clients posent des questions sur la situation. Peut-être serait-il préférable si, peut-être préférable quoi ?» Édouard l'interrompit, sa voix empreinte d'une autorité qui fit reculer l'homme. « Ma fille est en train de dîner avec moi. Voyez-vous un problème à cela ?» Le gérant secoua rapidement la tête et s'éloigna. Mais Édouard savait que la situation était loin d'être simple. Sa réputation, soigneusement bâtie au fil des décennies, était remise en question sur la base d'un mensonge qu'il ne savait comment soutenir. Sophia termina son plat principal et regarda timidement Édouard. « Merci beaucoup, monsieur, c'était le meilleur repas de ma vie. »« Ne m'appelle pas monsieur, » dit Édouard doucement. « Appelle-moi papa. » Le mot sonnait étrange, mais en même temps, il apportait un sentiment d'achèvement qu'il n'avait jamais éprouvé. Sophia le regarda avec surprise, puis sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le restaurant. C'était un sourire doux et innocent qui illumina son visage sale et fatigué. « Papa » répéta-t-elle, testant le mot. « Tu vas me ramener chez toi ?» La question simple et directe laissa Édouard sans voix. Chez lui, son luxueux pantouse décoré par des designers célèbres, avec des meubles blancs immaculés et des œuvres d'art valant des fortunes. Comment expliquer à Sophia que ce monde n'avait pas de place pour une enfant des rues? Mais en regardant ses yeux pleins d'espoir, Édouard comprit qu'il avait atteint un point de non-retour. Il ne pouvait pas simplement donner un repas à Sophia et l'abandonner à nouveau dans la rue. Le mensonge qu'il avait raconté était devenu une véritable responsabilité, une promesse qu'il ne savait pas comment tenir. « Oui » répondit-il finalement, se surprenant lui-même. « Je te ramène à la maison. » Mais même en prononçant ces mots, Édouard savait qu'il s'engageait dans une situation qui pourrait complètement détruire sa vie soigneusement planifiée. Le trajet en voiture d'Édouard fut empreint d'un silence tendu. Sophia était recroquevillée sur le siège en cuir de la Mercedes, ses grands yeux absorbant chaque détail de l'intérieur luxueux. Ses petites mains touchaient délicatement le tissu doux, comme si elle craignait de le salir ou de le briser rien qu'en le touchant. Édouard conduisait automatiquement, son esprit travaillant frénétiquement pour assimiler ce qu'il avait fait. En l'espace de 2 heures, il avait publiquement menti, assumé la responsabilité d'une enfant inconnue et promis des choses qu'il ne savait pas comment tenir. Le poids de ses décisions impulsives commença à peser sur ses épaules comme un lourd fardeau. « Papa ?» La douce voix de Sophia brisa le silence, le faisant sursauter. Le mot sonnait toujours surréaliste en sortant de ses lèvres. « Ta maison est très loin ?»« Non, ma puce, nous sommes presque arrivés, »
répondit-il, la regardant dans le rétroviseur. Sofia s'était partiellement endormie, son petit corps épuisé se relaxant enfin après des jours de tension et de faim. Lorsqu'ils arrivèrent à l'immeuble résidentiel le plus exclusif de la ville, Édouard ressentit une anxiété croissante. Le portier, toujours cordial et discret, regarda Sofia avec une surprise évidente. Édouard pouvait voir les questions se former dans les yeux de l'homme, mais sa formation professionnelle l'empêchait de les verbaliser. « Bonsoir, monsieur Davis », salua le portier, essayant de garder son naturel. « Comment va madame Montgomery ?»« Elle est toujours en voyage », répondit Édouard sèchement, en soulevant Sofia. La fillette était si légère qu'elle semblait une poupée de chiffon dans ses bras. « Voici ma fille, Sofia. » Les yeux du portier s'écarquillèrent, clairement confus. En 5 ans de travail dans cet immeuble, il n'avait jamais entendu Édouard mentionner avoir une fille. Mais il hocha la tête respectueusement, ouvrant la porte de l'ascenseur sans commentaire. Pendant la montée vers le 30e étage, Édouard observa Sofia se réveiller lentement. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant le hall privé de son appartement. Marbre italien, lustre en cristal et tableaux d'artistes renommés créaient une atmosphère d'opulence que la fillette n'avait jamais imaginée. « Tu habites ici » chuchota-t-elle, impressionné. « Nous habitons ici » corrigea Édouard, surpris par sa propre réponse. À chaque mot qu'il prononçait, le mensonge devenait plus réel, plus compliqué à soutenir. Quand il ouvrit la porte de l'appartement, Sofia fut littéralement sans voix. L'espace spacieux, avec des plafonds à double hauteur et une vue panoramique sur la ville, était comme un palais comparé à tout ce qu'elle avait connu. Les meubles blancs immaculés, les œuvres d'art sur les murs et le sol en marbre poli créaient un environnement qui ressemblait plus à un musée qu'à une maison. « Je peux vraiment entrer ?» demanda-t-elle en hésitant, regardant ses pieds sales et ses vêtements déchirés. Édouard ressentit une douleur au cœur. Sofia était si habituée au rejet qu'elle ne croyait même pas pouvoir entrer dans un si bel endroit. « Bien sûr que tu peux. C'est ta maison maintenant. » Mais même en parlant, Édouard savait que cette déclaration était loin d'être vraie. Comment une enfant des rues s'adapterait-elle à cet environnement stérile? Comment expliquerait-il sa présence à Isabella à son retour? Comment maintiendrait-il cette mascarade face à la pression sociale qui ne manquerait pas de venir? Sofia traversa lentement le salon, touchant tout avec révérence. Lorsqu'elle atteignit la bibliothèque, elle s'arrêta devant une photo encadrée, Édouard et Isabella à un gala, elle magnifique dans une robe de créateur, lui élégant en smoking. « Qui est-ce » demanda Sofia en désignant Isabella. Édouard hésita. Comment expliquer Isabella à une enfant? Comment mentionner que sa petite amie réagirait probablement avec horreur à la présence de Sofia? « C'est une amie à moi », répondit-il évasivement. « Elle est jolie », commenta Sofia innocemment. « Est-ce qu'elle aime les enfants ?» La question simple révéla la complexité de la situation dans laquelle Édouard s'était fourré. Isabella non seulement n'aimait pas les enfants, mais les considérait comme une nuisance inutile dans sa vie de luxe et de liberté. Sa réaction lorsqu'elle découvrirait Sofia serait explosive. « Occupons-nous de toi d'abord », dévia Édouard. « Tu dois prendre un bain et mettre des vêtements propres. » Il conduisit Sofia à l'une des chambres d'amis, un espace élégant mais froid décoré dans des tons neutres. La fillette regarda le lit king size comme si c'était un nuage inaccessible. « Je dors ici ?» « Oui », répondit Édouard, réalisant à quel point le mot « oui » devenait de plus en plus lourd. Chaque confirmation l'entraînait plus profondément dans une situation dont il ne savait comment s'échapper. Pendant que Sofia prenait son bain dans la salle de bain en marbre, Édouard s'assit sur le bord du lit, enfouissant sa tête dans ses mains. Qu'avait-il fait? En l'espace de quelques heures, il avait pris la responsabilité d'une enfant qu'il ne connaissait pas, menti à des dizaines de personnes et promis un avenir qu'il ne savait pas comment assurer. Son téléphone vibra, un message d'Isabella. « Chérie, j'ai vu des photos de toi sur l'Instagram d'amis. C'était qui cet enfant sale au restaurant? Les gens racontent des choses étranges. Appelle-moi quand tu peux. » Édouard regarda l'écran du téléphone et réalisa que son mensonge s'était déjà répandu sur les réseaux sociaux. Dans quelques heures, il devrait faire face non seulement à Isabella, mais à toute la société qui le jugerait pour sa décision impulsive. Édouard se réveilla sur le canapé du salon, la nuque raide et l'esprit confus. Il avait passé toute la nuit à réfléchir à la façon d'expliquer la situation à Isabella, répétant des mots qui sonnaient de plus en plus absurdes. La lumière dorée du matin filtrait à travers les rideaux, créant de doux motifs sur le sol en marbre. L'appartement était trop silencieux. Pendant un instant, Édouard se demanda si tout cela n'avait pas été un rêve bizarre,
une fantaisie créée par son esprit solitaire. Mais ensuite, il entendit un léger bruit venant de la cuisine, et la réalité revint comme un seau d'eau froide. Sophia était debout devant le comptoir en granit, essayant d'atteindre un verre dans le meubleau. Elle avait mis l'une de ses chemises de ville, qui lui servait de longue robe sur son petit corps. Ses cheveux, propres après le bain de la nuit précédente, brillaient d'or sous la lumière naturelle. « Bonjour papa » dit-elle avec un sourire timide. « Désolé de t'avoir réveillé. J'essayais de prendre de l'eau, mais tout est trop haut pour moi ici. » Le mot « papa » provoquait toujours un étrange impact dans la poitrine d'Édouard. « Bonjour, ma puce, laisse-moi te le prendre. » Il atteignit facilement le verre et le remplit d'eau froide du réfrigérateur. « Tu as bien dormi ?» « C'était la meilleure nuit de ma vie, » répondit Sophia en buvant l'eau comme si c'était le liquide le plus précieux du monde. « Le lit est si doux que j'ai cru flotter, et l'oreiller sent si bon. » Édouard observa la gratitude sincère dans ses yeux et ressentit un mélange de bonheur et de culpabilité. Comment une enfant pouvait-elle être si reconnaissante pour des choses aussi simples qu'un lit propre et un verre d'eau? Combien de nuits avait-elle passé assoiffée et froide dans les rues? « Papa, » continua Sophia, sa voix devenant plus sérieuse, « j'ai quelque chose pour toi. » Elle courut vers le canapé où elle avait laissé son vieux manteau la nuit précédente. Avec un soin extrême, elle sortit un petit ours en peluche de la poche intérieure. Le jouet était clairement usé, des morceaux de sa fourrure brune manquaient, l'un de ses yeux pendait par un fil, et il y avait des rapiessages faits avec des morceaux de tissu différents. « C'est Théodore », présenta Sophia, tenant l'ours en peluche comme s'il était en or. « Il est mon meilleur ami depuis longtemps. Je ne sais pas d'où il vient, il a toujours été avec moi. » Édouard s'agenouilla pour être à sa hauteur, réalisant la solennité du moment. Sophia serra l'ours en peluche contre sa poitrine, ses yeux se remplissant de larmes. « Et hier, c'était le plus beau jour de toute ma vie, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Tu m'as donné de la vraie nourriture, un bain chaud et un lit douillet. Puisque je n'ai pas d'argent pour payer tout ça, je veux te donner ce que j'ai de plus précieux. » Elle tendit l'ours en peluche vers Édouard, ses petites mains tremblantes. « Théodore me réconfortait toujours quand j'avais peur ou faim. Il est ma seule famille. Mais maintenant, tu es ma famille aussi, alors je veux que tu l'aies. » Édouard sentit les larmes monter à ses yeux. La générosité pure de cet enfant, prête à renoncer à sa seule possession pour lui rendre la gentillesse reçue, brisa complètement ses défenses émotionnelles. Sophia lui offrait littéralement tout ce qu'elle possédait au monde. « Sophia, dit-il d'une voix étranglée, tu n'as rien à me donner. Ce que j'ai fait hier, c'est parce que je le voulais, pas parce que j'attendais un paiement. Mais je veux te le donner, insista-t-elle, poussant l'ours en peluche vers ses mains. Théodore prendra soin de toi quand je ne serai pas là, et comme ça, une partie de moi sera toujours avec toi. » Édouard prit délicatement l'ours en peluche comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. Le jouet sentait l'humidité et la souffrance, mais il portait aussi l'amour inconditionnel d'une enfant qui avait trouvé l'espoir au milieu du désespoir. « Merci, Sophia » chuchota-t-il, la serrant dans ses bras avec l'ours en peluche. « Mais sache que Théodore restera avec nous. Il peut être notre ami de la famille. » Sophia sourit à travers ses larmes, et Édouard comprit à cet instant que sa vie avait irrémédiablement changé. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Cet enfant était devenu une partie de lui d'une manière qu'il ne pouvait expliquer ni rationaliser. C'est alors que la sonnette retentit. Édouard regarda l'interphone et vit l'image du portier, l'expression inquiète. « Monsieur Davis » dit la voix par l'interphone, « Madame Montgomery monte. Elle a dit qu'elle arrivait en surprise de Paris. » Édouard sentit son sang se glacer. Isabella était revenue plus tôt que prévu, et il n'était pas préparé à affronter sa réaction à la présence de Sophia. Édouard entendit le bruit familier des clés dans la serrure et sentit la panique s'emparer de son corps. Sophia était à ses côtés, tenant toujours sa main, ne comprenant pas la gravité de la situation qui allait se dérouler. Il n'avait que quelques secondes pour penser à la façon de présenter la situation, mais aucune explication ne semblait adéquate. La porte s'ouvrit avec force et Isabella entra comme un élégant ouragan. Même après des heures de voyage, elle était impeccable dans son ensemble en lin beige, ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son maquillage intact. Ses bagages de créateur furent laissés à l'entrée tandis qu'elle marchait délibérément vers le salon. « Édouard, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui circule sur toi et une enfant des rues ?» commença-t-elle avant même de regarder autour d'elle. « J'ai reçu au moins 20 messages d'amis disant que tu étais à Lernardam avec une fille sale, disant que c'était ta fille. Évidemment, c'est un mensonge, mais... »
Isabella s'arrêta brusquement quand ses yeux rencontrèrent Sofia. L'enfant était partiellement caché derrière Édouard, portant sa chemise de ville comme une robe improvisée, serrant l'ours en peluche usé contre sa poitrine. Le silence qui suivit fut assourdissant. « Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça ?» chuchota Isabella, sa voix pleine d'incrédulité et d'horreur à peine dissimulée. « Isabella, voici Sofia, » dit Édouard, posant une main protectrice sur l'épaule de la fillette. « Sofia, voici Isabella. »« Salut, » dit Sofia timidement, faisant une petite révérence comme elle l'avait vu dans les films. « Tu es encore plus jolie en vrai. » Isabella regarda l'enfant comme si c'était une apparition, ses yeux balayant Sofia de la tête aux pieds, remarquant ses pieds nus, ses cheveux encore légèrement ébouriffés et la façon dont elle s'accrochait au vieil ours en peluche. « Édouard, » dit Isabella, sa voix contrôlée mais dangereusement basse, « j'ai besoin de te parler maintenant, en privé. »« Sofia, » dit Édouard doucement, « que dirais-tu de regarder la télé dans ta chambre ? Isabella et moi devons parler. » Sofia hocha la tête obéissant, mais avant de partir, elle regarda Isabella une dernière fois. « Tu restes pour le petit déjeuner ? Papa a dit qu'il allait m'apprendre à faire des crêpes. » Le mot « papa » frappa Isabella comme une gifle. Ses yeux s'écarquillèrent et Édouard vit la rage commencer à se former sur ses traits parfaits. Sofia courut dans la chambre, laissant les deux adultes seuls dans un silence chargé de tension. « Papa ?» Isabella explosa dès que Sofia fut hors de vue. « Papa ? Édouard, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Isabella, laisse-moi t'expliquer. »« Expliquer ?» Elle l'interrompit, sa voix montant de plusieurs octaves. « Expliquer comment tu as magiquement une fille de 6 ans dont je n'ai jamais eu connaissance ? Expliquer comment cet enfant a surgi de nulle part dans notre maison ? » « Elle n'a pas surgi de nulle part, » se défendit Édouard. « Elle avait faim, elle était seule, et moi ? Et toi, quoi ? Tu as décidé de jouer au papa du jour au lendemain ?» Isabella commença à faire les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. « Édouard, tu as complètement perdu la tête. Cette enfant est une étrangère, tu ne sais rien d'elle, d'où elle vient, quelle maladie elle pourrait avoir. C'est juste une enfant qui avait besoin d'aide, » rétorqua Édouard, sentant la colère monter dans sa poitrine. Une enfant qui mourait de faim pendant que nous dépensions des fortunes dans des restaurants chers. Oh, pour l'amour du ciel ! Isabella leva les mains au ciel. Alors maintenant, tu es devenu un saint ? Depuis quand te soucies-tu des enfants des rues ? Tu as toujours dit que tu ne voulais pas d'enfants. J'ai dit que je ne voulais pas d'enfants avec toi. Les mots sortirent avant qu'Édouard ne puisse les retenir, coupant l'air comme une lame tranchante. Isabella devint livide. Comment oses-tu me parler comme ça ? Je suis ta petite amie depuis 3 ans, nous avons construit une vie ensemble, et maintenant tu vas tout gâcher pour une que tu as trouvée dans la rue ? Surveille tes paroles à son sujet, avertit Édouard, sa voix prenant un ton dangereux. Sofia est une enfant innocente. Innocente ? Isabella rit amèrement. Édouard, tu es extrêmement naïf. Cette fille a probablement été entraînée par des adultes pour évoquer exactement ce genre de compassion. C'est une vieille arnaque et tu es tombé dedans comme un bleu. Édouard sentit son sang bouillir. Tu ne connais pas Sofia. Tu ne sais pas ce qu'elle a traversé. Et toi, si, rétorqua Isabella. En moins de 24 heures, tu es devenu un expert sur sa vie ? Édouard, écoute-toi, tu parles comme un fou. De la chambre, ils entendirent le doux son de la télévision et le rire discret de Sofia, regardant un dessin animé. Le son innocent contrastait brutalement avec la querelle amère qui se déroulait dans le salon. « Isabella, » dit Édouard, essayant de contrôler sa voix, « je sais que ça semble fou, mais quelque chose a changé en moi la nuit dernière quand j'ai vu cet enfant être maltraité. »« Oh, bien sûr, » interrompit Isabella sarcastiquement. Le grand homme d'affaires Edward Davis a eu une épiphanie humanitaire. Quelle belle histoire. Mais qu'en est-il de notre vie ? Qu'en est-il de nos projets ? Qu'en est-il de la fête de fiançailles que nous organisions ? Édouard cessa de respirer un instant. Fête de fiançailles ? Oui. Ta mémoire te fait défaut aussi ? Nous en avons discuté avant mon voyage. J'allais revenir avec la bague que j'ai commandée à Paris, et nous allions annoncer nos fiançailles au dîner de charité de la semaine prochaine. La révélation frappa Édouard comme un coup de poing à l'estomac. Au cours des derniers mois, Isabella avait vaguement parlé des prochaines étapes de leur relation, mais il n'avait jamais formellement accepté des fiançailles. Elle avait unilatéralement décidé et s'attendait à ce qu'il accepte simplement. Alors ? Isabella insista, croisant les bras. Qu'est-ce que ce sera, Édouard ?
Ta vraie vie avec moi ou cette ridicule fantaisie avec une enfant que tu ne connais même pas? Édouard regarda Isabella, la regarda vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois en 3 ans. Elle était là, une femme magnifique, impeccablement vêtue, qui représentait tout ce que la société considérait comme désirable chez une partenaire. Mais quand il regarda dans ses yeux, il ne vit que froideur, calcul et une cruauté qui avaient toujours été là, déguisées sous un vernis de sophistication. « Tu veux que je choisisse ?» demanda Édouard lentement, sa voix étrangement calme. « Évidemment », rétorqua Isabella, rejetant ses cheveux en arrière avec impatience. « Je ne vais pas rivaliser avec une enfant des rues pour l'attention de mon petit ami. C'est absolument ridicule. » De la chambre, le rire de Sophia leur parvint de nouveau, pur et cristallin comme de l'eau de source. Édouard ferma les yeux, à cet instant, comprit quelque chose de fondamental sur lui-même. Pendant des années, il avait bâti une vie basée sur les apparences, le statut et l'approbation sociale. Il était avec Isabella parce qu'elle complétait parfaitement son image d'homme qui réussit. Mais Sophia avait éveillé quelque chose dans son cœur qu'il ne savait même pas exister. Une capacité d'amour inconditionnel, de protéger les vulnérables, d'être véritablement humain. « Très bien, » dit Édouard, ouvrant les yeux et regardant directement Isabella. « Je choisis. » Isabella sourit victorieusement, se dirigeant déjà vers les téléphones. « Excellent. Je vais appeler les services sociaux immédiatement. Ils ramèneront cet enfant là où elle doit être, et nous pourrons oublier toute cette folie. »« Non, » dit Édouard avec une fermeté qui la fit s'arrêter net. « Je choisis Sophia. » Le silence qui suivit fut absolu. Isabella tourna lentement son visage, enregistrant un mélange de choc et d'incrédulité qui se transforma rapidement en pure fureur. « Tu te moques de moi » chuchota-t-elle dangereusement. « Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie, » répondit Édouard. « Sophia reste. Tu décides si tu veux rester aussi et apprendre à mieux nous connaître, ou si tu préfères partir. »« Partir » cria Isabella, perdant complètement son élégance. « Tu me mets dehors de notre maison à cause d'une vagabonde ? » « Attention !» Édouard avertit, sa voix prenant un ton glacial. « C'est la 2e fois que tu parles de Sophia comme ça. Il n'y aura pas de 3e. » Isabella le regarda comme s'il était un parfait étranger. « Édouard, tu as complètement perdu la tête. Cette enfant t'a-t-elle lavé le cerveau en moins de 24 heures ? Tu es devenu une personne différente. Peut-être, ami Édouard. Ou peut-être suis-je enfin devenu celui que j'étais censé être depuis le début. » De la chambre, ils entendirent de petits pas s'approcher. Sophia apparut à la porte, tenant Théodore, ses grands yeux inquiets alternant entre Édouard et Isabella. « Papa, dit-elle timidement, vous vous disputez à cause de moi ?» Édouard s'agenouilla et lui ouvrit les bras. Sophia courut vers lui et il la serra protecteur. « Ne t'inquiète pas, ma puce. Tout va bien. Je peux partir si je cause des problèmes, » proposa Sophia avec une maturité dévastatrice pour une enfant de 6 ans. « Je sais me débrouiller dans la rue. »« Tu ne vas nulle part, » dit Édouard fermement, regardant directement Isabella. « C'est ta maison maintenant. » Isabella observa la scène avec une expression de dégoût à peine dissimulée. « Je n'arrive pas à croire ce que je vois. Tu vas vraiment gâcher notre vie pour ça ? » « Ça, c'est pour ma fille, » compléta Édouard, le mot sonnant naturel pour la première fois. « Ta fille ?» Isabella rit amèrement. « Édouard, tu ne connais même pas son vrai nom, tu ne sais pas d'où elle vient, qui sont ses parents, quelle vie elle a eue, et tu es prêt à sacrifier 3 ans de relation pour une parfaite inconnue. » « Sophia n'est pas une étrangère, » rétorqua Édouard, sentant la fillette se blottir plus près dans ses bras. « C'est la personne la plus honnête et la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. En 24 heures, elle m'a appris plus sur l'amour et la gratitude que toi en 3 ans. » Isabella devint livide. « Bien, » dit-elle d'une voix venimeuse. « Puisque tu as fait ton choix, je ferai le mien aussi. Mais sache que je ne laisserai pas passer ça. Je ferai en sorte que tout le monde dans notre cercle social sache exactement quel genre d'homme tu es devenu. »« Libre à toi, » répondit Édouard calmement. « Je ne me soucie plus de ce que ces gens pensent. » Isabella se dirigea vers les bagages qu'elle avait laissés à l'entrée. « Tu regretteras ça, Édouard. Quand la réalité te frappera et que tu te rendras compte que tu as été manipulé par une enfant des rues, tu me supplieras de revenir. Mais il sera trop tard. »« Il n'y aura aucun regret, » l'assura Édouard. Isabella s'arrêta à la porte, se retournant une dernière fois. « Oh, et Édouard, j'espère que tu es prêt pour les conséquences, car je ferai en sorte que cette situation parvienne aux bonnes oreilles. Les services sociaux, la presse,
tout le monde saura pour ta petite fantaisie. Sur ces mots menaçants, Isabella claqua la porte. L'appartement tomba dans un silence assourdissant, à l'exception du bruit de la respiration de Sophia et d'Édouard. « Papa » chuchota Sophia, « elle va m'emmener » Édouard regarda la fillette dans ses bras et réalisa qu'il venait de déclarer la guerre à la société qu'il connaissait. Mais il comprit aussi que pour la première fois de sa vie, il se battait pour quelque chose qui comptait vraiment. « Personne ne t'emmène », promit-il, sachant qu'il venait de rendre sa vie infiniment plus compliquée, mais aussi infiniment plus significative. Une semaine s'écoula depuis la sortie dramatique d'Isabella, et Édouard commença à réaliser que son ex-petite amie n'avait pas fait de vaines menaces. Les premiers signes apparurent subtilement. Regards étranges du portier, messages sans réponse de collègues d'affaires, invitations sociales qui cessèrent tout simplement d'arriver. Sophia s'était adaptée à la routine avec une facilité qui surprit Édouard. Elle se levait tôt, aidait à dresser la table du petit déjeuner et passait les matins à explorer les livres pour enfants qu'il lui avait achetés. L'après-midi, ils regardaient des films ensemble sur le canapé, Sophia tenant toujours Théodore et posant des questions sur tout ce qu'elle voyait. « Papa, dit-elle ce lundi matin, pourquoi tu ne vas pas au travail aujourd'hui » Édouard hésita. Ces derniers jours, il avait évité le bureau, travaillant de chez lui chaque fois que possible. La vérité est qu'il n'était pas préparé à affronter les questions et les jugements qui l'attendaient sûrement dans le monde de l'entreprise. « Je travaille de la maison pour passer plus de temps avec toi, » répondit-il, ce qui était partiellement vrai. Sophia sourit, mais ses yeux montraient une perception au-delà de son âge. « Les gens parlent de nous, n'est-ce pas » La question directe de Sophia le surprit. « Pourquoi penses-tu ça » Hier, quand nous sommes allés à l'épicerie, j'ai entendu une dame chuchoter à une autre à propos de ce monsieur riche qui a adopté une enfant des rues, expliqua Sophia calmement, et le portier me regarde toujours bizarrement. Édouard sentit son cœur se serrer. Il avait essayé de protéger Sophia des spéculations et des commentaires malveillants, mais la fillette était plus observatrice qu'il ne l'avait imaginé. Ce que les gens disent n'a pas d'importance, ma puce. Ce qui compte, c'est que nous sommes une famille. Je sais, dit Sophia, grimpant sur le canapé à côté de lui. Je ne veux juste pas que tu aies des problèmes à cause de moi. Avant qu'Édouard ne puisse répondre, la sonnette retentit. Il vérifia l'interphone et vit deux femmes en tailleur sombre attendre dans le hall. L'une d'elles montra un badge à la caméra. « Services sociaux », annonça-t-elle. « Nous devons parler à monsieur Edward Davis concernant une plainte que nous avons reçue. » Édouard sentit son sang se glacer. Les menaces d'Isabella se concrétisaient. Il regarda Sophia, qui avait pâli en entendant les mots « services sociaux ». « Papa » chuchota-t-elle, serrant Théodore très fort, « ils vont m'emmener. » « Ils ne t'emmènent pas » promit Édouard, mais sa voix tremblait légèrement. « Reste dans ta chambre pendant que je leur parle. » Sophia obéit à contre-cœur, mais Édouard pouvait voir la peur dans ses yeux. Lorsque les assistantes sociales montèrent, il essaya de garder son sang-froid, mais il savait qu'il était sur le point d'affronter la première attaque officielle contre sa décision. « Monsieur Davis » dit l'assistante sociale la plus âgée, une femme aux cheveux grisonnants et à l'expression sévère, « je suis le docteur Marina et voici ma collègue, le docteur Anne Miller. Nous avons reçu une plainte sérieuse concernant un enfant en situation irrégulière vivant dans cet appartement. » « Il n'y a rien d'irrégulier, » se défendit Édouard. « Sophia est ma fille adoptive. » « Monsieur Davis » le docteur Miller l'interrompit, consultant un dossier plein de papiers, « il n'y a aucun processus d'adoption enregistré à votre nom. De plus, nous avons reçu des informations selon lesquelles cet enfant a été trouvé dans la rue il y a tout juste une semaine. » Édouard réalisa qu'il marchait sur un terrain dangereux. « Je suis en train d'obtenir tous les documents nécessaires. C'est un processus qui prend du temps. » « Nous comprenons, » dit le docteur, « mais en attendant, nous devons vérifier les conditions dans lesquelles l'enfant vit et évaluer si cet environnement lui convient. » « Bien sûr qu'il convient, » rétorqua Édouard, sentant la défensive monter dans sa voix. « Sophia a tout ce dont elle a besoin, nourriture, vêtements, soins médicaux. » « Monsieur Davis » le docteur Miller l'interrompit doucement, « nous avons également reçu des informations concernant votre stabilité émotionnelle. Il est allégué que votre décision d'adopter cet enfant était impulsive et que vous pourriez traverser une sorte de crise personnelle. » Édouard comprit immédiatement la source de cette information. Isabella avait semé le doute sur son état mental, créant un argument pour remettre en question sa capacité à prendre soin de Sophia. « Puis-je parler à l'enfant » demanda le docteur Ray. « Sophia » appela Édouard, « peux-tu venir ici s'il te plaît »
Sophia apparut lentement, serrant Théodore contre sa poitrine. Ses vêtements étaient propres et soignés, ses cheveux peignés, mais il était impossible de cacher la peur dans ses yeux. « Salut, Sophia » dit le docteur et d'une voix douce. « Je suis Marina. Puis-je te poser quelques questions ?» Sophia hocha timidement la tête, regardant Édouard pour l'encouragement. « Es-tu heureuse ici ?» demanda l'assistante sociale. « Très heureuse » répondit Sophia sincèrement. « Papa prend très bien soin de moi. Et avant que tu ne viennes vivre ici, où vivais-tu » Sophia hésita, regardant Édouard de nouveau. « Dans la rue. Seul. » Le docteur Miller prit des notes dans son dossier. « Depuis combien de temps connaissez-vous Monsieur Davis » ? « 1 semaine, admit Sophia. Mais il m'a sauvé. J'avais très faim et il m'a donné à manger et il a dit que j'étais sa fille quand le méchant homme voulait me faire du mal. » Édouard vit les assistantes sociales échanger des regards significatifs. L'honnêteté de Sophia, bien que touchante, fournissait involontairement des preuves qu'il avait agi impulsivement. « Sophia, continua le docteur, sais-tu que parfois les adultes ont besoin de temps pour régler des papiers importants avant que les enfants ne puissent rester avec eux ?» Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. « Vous allez m'enlever de lui ? Nous nous assurons juste que tout est en ordre, expliqua le docteur Miller diplomatiquement. Édouard vit la peur grandir sur le visage de Sophia et sut qu'il perdait la bataille. Les assistantes sociales étaient des professionnelles compétentes faisant leur travail, mais les circonstances ou l'absence de documents légaux, le caractère impulsif de sa décision, les plaintes concernant sa stabilité, ont monté un dossier contre lui. « Monsieur Davis, dit le docteur et en refermant son dossier, nous aurons besoin de quelques jours pour évaluer la situation. Pendant cette période, nous recommandons que Sophia reste temporairement dans un foyer d'accueil pendant que nous régularisons tous les documents. » « Non, s'écria Sophia, courant dans les bras d'Édouard. « S'il vous plaît, ne m'emmenez pas. Je promets d'être une gentille fille. » Édouard serra Sophia très fort, sentant les larmes lui brûler les yeux. La machine bureaucratique qu'Isabella avait mise en marche fonctionnait exactement comme elle l'avait prévu. 3 jours s'écoulèrent depuis la visite des assistantes sociales, 3 jours de tension croissante et de peur constante. Édouard avait engagé le meilleur avocat spécialisé en droit de la famille de la ville, mais maître Robert Anderson avait été clair, sans documents officiels et avec les plaintes concernant sa stabilité mentale, le processus serait long et compliqué. Sophia semblait comprendre la gravité de la situation mieux qu'une enfant de 6 ans ne le devrait. Elle était devenue encore plus affectueuse, aidant à tout ce qu'elle pouvait, comme si elle essayait de prouver sa valeur et de s'assurer qu'elle ne serait plus abandonnée. « Papa, dit-elle ce jeudi matin, pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner, s'il m'emmène, tu me chercheras. » Édouard arrêta de manger, regardant ses grands yeux pleins d'une vulnérabilité qui lui brisa le cœur. « Sophia, personne ne t'emmène. Je fais tout ce que je peux pour résoudre cette situation. » « Mais s'il m'emmène, insista-t-elle avec une persistance enfantine, tu promets que tu me chercheras ? Tu promets que tu ne m'oublieras pas ? Je ne t'oublierai jamais, promit Édouard, sa voix étranglée. Tu es ma fille, et les familles ne s'abandonnent pas. Sophia sourit, mais il y avait de la tristesse dans son sourire. D'accord, je voulais juste être sûr. La sonnette retentit et Édouard sentit son estomac se nouer. Lorsqu'il vérifia l'interphone, il vit le docteur et le docteur Miller, accompagnés de 2 autres personnes, un homme en uniforme et une jeune femme portant un dossier. « Monsieur Davis, dit le docteur et lorsqu'elles montèrent, nous sommes vraiment désolés, mais nous avons reçu une ordonnance de tribunal temporaire. Sophia doit être transférée dans un foyer d'accueil jusqu'à ce que tous les documents soient régularisés. » Édouard sentit le monde s'effondrer autour de lui. « Combien de temps ? Cela dépend de l'avancement du processus, expliqua M. Anderson, qui était arrivé avec les assistantes sociales. Cela pourrait être des semaines, peut-être des mois. Non, dit Édouard fermement. Je ne le permettrai pas. Monsieur Davis, l'officier de justice l'interrompit, l'ordonnance est légale, nous n'avons pas le choix. Sophia avait entendu la conversation depuis le couloir et apparut lentement, tenant Théodore. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais elle essayait d'être courageuse. Papa, ils vont m'emmener maintenant ? Édouard s'agenouilla devant elle, prenant ses petites mains dans les siennes. C'est juste temporaire, ma puce. Papa va tout arranger et viendra te chercher bientôt. Je sais, chuchota Sophia, bien que ses larmes racontaient une autre histoire. Peux-tu garder Théodore pour qu'il prenne soin de toi pendant que je ne suis pas là ? Non, dit Édouard doucement, lui repoussant l'ours en peluche. Théodore part avec toi.
Tu auras plus besoin de lui que moi. La plus jeune assistante sociale s'approcha doucement. Sophia, je vais t'aider à faire tes affaires, d'accord? Sophia hocha la tête et suivit la femme jusqu'à la chambre. Édouard entendit leurs voix étouffées tandis qu'elle rangeait ses quelques affaires. Lorsqu'elle revinrent, Sophia portait un petit sac à dos qu'Édouard lui avait acheté. Tout est prêt, dit l'assistante sociale. Sophia courut vers Édouard et le serra de toutes les forces que ses petits bras lui permettaient. Je t'aime, papa, chuchota-t-elle à son oreille. Merci de m'avoir donné la meilleure semaine de ma vie. Édouard sentit les larmes couler librement sur son visage. Je t'aime aussi, ma fille. Et ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Promis? Promis. Sophia s'éloigna lentement, essuyant ses propres larmes. Je serai une gentille fille au foyer. Je me brosserai les dents et je mangerai toute ma nourriture, comme tu me l'as appris. Je sais que tu le feras, dit Édouard, sa voix se brisant. Le docteur prit doucement la main de Sophia. Viens, ma puce. Le foyer a d'autres enfants de ton âge, tu te feras de nouveaux amis. Sophia se retourna une dernière fois avant de partir. Au revoir papa. Ne m'oublie pas. Jamais, promit Édouard. Lorsque la porte se referma, l'appartement tomba dans un silence assourdissant. Édouard resta debout au même endroit pendant plusieurs minutes, regardant la porte comme si Sophia pouvait revenir à tout moment. Monsieur Anderson posa une main sur son épaule. Édouard, je sais que c'est difficile, mais nous travaillerons sans relâche pour la ramener. Combien de temps cela prendra-t-il réellement? Demanda Édouard, sa voix lointaine. Au minimum des semaines, peut-être des mois. Cela dépendra de notre capacité à prouver votre stabilité mentale et votre aptitude à prendre soin d'elle. Et nous devons également découvrir qui a déposé les plaintes et quelle était leur motivation. Édouard savait exactement qui avait déposé les plaintes, mais le prouver serait une autre affaire. Isabella avait été astucieuse, utilisant les voies officielles et semant le doute sur sa santé mentale sans laisser de traces directes. Cette nuit-là, Édouard dîna seul pour la première fois en une semaine. L'appartement semblait vide et sans vie. Il s'était habitué au bruit de Sophia, à ses rires, à ses questions constantes, au claquement de ses petits pieds courant dans les couloirs. Quand il se coucha, il passa devant la chambre qui avait été celle de Sophia. Le lit était fait, mais il portait encore son léger parfum. Sur la table de chevet, elle avait laissé un dessin, deux bonshommes allumettes la représentant, elle et Édouard, avec un cœur rouge entre eux et les mots « Je t'aime papa » écrits en lettres tordues. Édouard s'assit sur le lit et pleura comme il n'avait pas pleuré depuis des années. Pour la première fois de sa vie, il avait connu l'amour inconditionnel d'une fille, et maintenant cet amour lui avait été arraché par la bureaucratie et la vengeance d'une femme rancunière. Mais en tenant le dessin de Sophia, Édouard fit une promesse silencieuse, il remuerait ciel et terre pour la ramener, quel que soit le temps que cela prendrait, le coût ou le nombre de batailles juridiques qu'il devrait affronter. Sophia était sa fille, et il ne se reposerait pas tant qu'elle ne serait pas rentrée à la maison. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Sophia avait été emmenée, 2 semaines qui parurent une éternité à Édouard. Maître Anderson avait réussi à obtenir une autorisation pour des visites supervisées une fois par semaine, mais chaque rencontre laissait Édouard plus dévasté que la précédente. Sophia était à la maison des enfants Sainte-Jude, une institution à la périphérie de la ville qui, bien que licenciée, fonctionnait clairement avec des ressources limitées. Lors de ces visites, Édouard remarqua à quel point Sophia avait changé. Ses yeux avaient perdu une partie de leur éclat, elle parlait moins, souriait moins et semblait se résigner à nouveau à l'idée d'abandon. « Papa, dit-elle lors de la visite de mercredi, tu essaies toujours de me récupérer. » « Bien sûr que oui, l'assura Édouard, tenant ses petites mains. « Et toi, pourquoi demandes-tu ça? Tante Martha a dit que parfois les adultes abandonnent quand les choses deviennent trop difficiles, expliqua Sophia avec une tristesse déchirante, et qu'il vaut mieux que je ne me fasse pas trop d'illusions. » Édouard sentit une profonde colère monter en lui. « Sophia, regarde-moi, je n'abandonnerai jamais, jamais, tu comprends? » Sophia hocha la tête, mais Édouard pouvait voir que la graine du doute avait été semée. Le temps et la séparation faisaient leur œuvre cruelle, sapant la confiance qu'ils avaient bâtie ensemble. C'est cet après-midi-là, en rentrant du foyer, qu'Édouard décida de prendre des mesures plus drastiques. Maître Anderson faisait tout ce qui était en son pouvoir légalement, mais le processus juridique était délibérément ralenti par des obstacles bureaucratiques qui semblaient surgir à chaque tournant. Édouard engagea un détective privé, Marcus Green, un ancien policier réputé pour découvrir les vérités gênantes. Si Isabella était derrière le sabotage, il avait besoin de preuves concrètes. « Monsieur Davis,
dit Marcus 3 jours plus tard, assis dans le bureau d'Edouard avec un dossier plein de documents, j'ai trouvé des choses intéressantes sur votre ex-petite amie. Que as-tu trouvé? Marcus ouvrit le dossier et étala des photographies et des documents sur la table. Isabella Montgomery a non seulement déposé les plaintes initiales, mais elle sabote activement vos efforts pour récupérer Sophia. Edouard se pencha en avant. Comment? Elle a un ami influent au bureau du procureur, le docteur Charles Thompson. Ils se sont rencontrés à Paris pendant son voyage. Elle l'a convaincu que vous faites une dépression psychotique et que vous représentez un danger pour l'enfant. Edouard sentit son sang bouillir. Elle fabrique des preuves? Pire que ça, continua Marcus, montrant une série de mets imprimés. Elle paie de faux témoins pour qu'ils témoignent de votre comportement erratique. Et il y a plus, elle a également soudoyé le personnel du foyer pour qu'il rapporte que Sophia est mieux sans vous et qu'elle s'adapte déjà bien. C'est monstrueux, murmura Edouard. Il y a plus, Marcus tourna une page. J'ai découvert qu'elle a l'intention de prolonger le processus jusqu'à ce que Sophia ait 2 ans au foyer. Après cette période, le lien légal entre vous serait considéré comme définitivement rompu par la loi, rendant une future adoption presque impossible. Edouard eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Isabella n'essayait pas seulement de les séparer temporairement, elle orchestrait une destruction systématique de toute chance pour lui de récupérer Sophia. Pourquoi ferait-elle ça? Demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. Pure vengeance, répondit Marcus. Dans les emails que j'ai interceptés, elle précise qu'elle considère votre choix de Sophia comme une humiliation personnelle qui doit être punie. Edouard regarda une photo d'Isabella dans un restaurant chic avec le docteur Charles Thompson, tous deux souriant en trinquant tandis qu'il souffrait de la séparation d'avec Sophia. Isabella célébrait sa victoire. Il y a autre chose, Marcus hésita. J'ai visité le foyer déguisé en inspecteur bénévole. Les conditions sont pires que vous ne l'imaginez. Sophia est dans une chambre avec 8 autres enfants. Il y a des cas de harcèlement que le personnel ignore et... Marcus s'arrêta, visiblement réticent à continuer. Dis-moi, ordonna Edouard. Sophia est malade. Elle a développé une légère pneumonie qui n'est pas correctement traitée. Les ressources médicales sont limitées et elle dépérit, Monsieur Davis, physiquement et émotionnellement. Edouard se leva brusquement, renversant sa chaise. Pneumonie? Pourquoi n'ai-je pas été informé? Parce qu'Isabella a également réussi à réduire vos droits de visite à 1 fois par mois. Vous ne le sauriez pas si vous n'aviez pas enquêté. Edouard sentit le monde tourner autour de lui. Tandis qu'il se battait par les voies légales, Sophia souffrait, malade et croyant qu'il l'avait abandonnée. La femme qui avait partagé son lit pendant 3 ans torturait délibérément une enfant innocente pour se venger de lui. Marcus, dit Edouard, sa voix contrôlée mais dangereuse, je dois voir Sophia immédiatement. Et je veux toutes les preuves contre Isabella organisées pour mettre Robert Anderson dès demain matin. Monsieur, je dois vous avertir qu'une visite non autorisée au foyer pourrait compromettre davantage votre dossier. Edouard regarda par la fenêtre de son bureau, voyant la ville s'étendre devant lui. Il avait bâti un empire en respectant les règles, en suivant les protocoles, en jouant le jeu de la société. Mais ce même système était utilisé pour détruire l'enfant qu'il aimait. Marcus, dit-il finalement, parfois, il y a des choses plus importantes que de suivre les règles. J'ai besoin de voir ma fille. Cette nuit-là, Edouard commença à planifier quelque chose qui allait tout changer. Si le système juridique était manipulé contre lui, il était peut-être temps d'arrêter de jouer selon les règles des autres et de commencer à se battre selon les siennes. Mais d'abord, il devait voir Sophia et découvrir exactement ce qu'Isabella avait réussi à détruire de la fillette qu'il avait connue. L'enfant courageuse qui lui avait offert sa seule possession pour le remercier d'un repas, qui avait appelé un étranger papa et changé sa vie pour toujours. Ce qu'Edouard trouverait au foyer le forcerait à prendre la décision la plus radicale de sa vie. Edouard arriva à la maison des enfants Sainte-Jude un mardi après-midi pluvieux, 3 jours après sa conversation avec Marcus. Il avait planifié une visite surprise, utilisant ses contacts professionnels. L'un de ses fournisseurs avait des contrats de restauration avec l'institution, ce qui créait une excuse plausible pour se présenter sans préavis. Le bâtiment gris de 3 étages semblait encore plus déprimant sous la pluie fine. Les murs écaillés et les fenêtres grillagées donnaient à la structure l'air d'une prison plutôt que d'un foyer pour enfants. Edouard sentit son estomac se nouer en imaginant Sophia vivant dans cet environnement désolé. Monsieur Davis, dit la directrice, Madame Helen Cross, clairement nerveuse de sa présence inattendue,
nous n'attendions pas votre visite aujourd'hui. Sophia n'est pas en état de recevoir des visiteurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par pas en état de recevoir des visiteurs? Demanda Édouard, essayant de garder sa voix contrôlée. Elle a développé une affection respiratoire et est un peu retirée, expliqua la directrice évasivement. Peut-être vaudrait-il mieux reprogrammer pour la semaine prochaine. Non, dit Édouard fermement, et je veux la voir maintenant. La directrice hésita, échangeant des regards avec une assistante. Édouard réalisa qu'il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas qu'il voie. Sa détermination ne fit que se renforcer. Elle est dans le dortoir, dit finalement la directrice, mais s'il vous plaît, comprenez qu'elle n'est plus comme vous l'avez connue. Édouard suivit la femme dans des couloirs faiblement éclairés, sentant une odeur de désinfectant bon marché et d'humidité. Le son étouffé d'enfants jouant dans la cour intérieure leur parvenait, mais il y avait une tristesse dans l'air qui était presque palpable. Quand ils arrivèrent au dortoir du deuxième étage, la pièce était longue, avec 8 lits superposés en fer, des matelas minces et quelques petites fenêtres. Des vêtements pendaient sur des cordes de fortune, créant des séparations précaires entre les lits. Sophia était dans le dernier lit, dans le coin, recroquevillée sous une fine couverture usée. Quand Édouard s'approcha, elle leva lentement la tête et il la reconnut à peine. La fillette avait perdu une quantité drastique de poids. Ses joues, autrefois potelées grâce à la bonne nourriture qu'il lui avait fournie, étaient maintenant creuses. Ses grands yeux semblaient encore plus grands sur son visage mince, et il y avait des cernes sous eux. Ses cheveux étaient ébouriffés et ternes, mais c'est l'expression de ses yeux qui brisa le cœur d'Édouard. Là où il y avait eu autrefois espoir et joie, il n'y avait maintenant que de la résignation. L'étincelle spéciale qui la rendait unique s'était éteinte. « Sophia » chuchota Édouard, s'agenouillant à côté du lit. Elle le regarda un instant, comme si elle ne pouvait pas croire qu'il était vraiment là. « Papa » Sa voix était faible et cassée. « Oui, ma puce, c'est moi. » Sophia essaya de s'asseoir, mais une toux violente la submergea. Édouard vit que sa respiration était difficile et superficielle. La pneumonie était plus grave que ce que Marcus avait rapporté. « Tu es venu me chercher ?» demanda-t-elle quand la toux se calma, sa voix empreinte d'un espoir prudent qui brisa le cœur d'Édouard. « J'essaie, Sophia, chaque jour j'essaie, » répondit-il en prenant sa petite main froide dans les siennes. « Tu es malade. Pourquoi personne ne m'a dit ?» Sophia détourna le regard. « Tante Hélène a dit que tu ne voulais plus rien savoir de moi, que tu avais abandonné parce que c'était trop compliqué. » Édouard sentit une rage meurtrière monter en lui. « Sophia, regarde-moi, » dit-il doucement mais fermement. « Je n'ai jamais abandonné, jamais. Ils te mentent. »« Mais tu as arrêté de venir me voir, » dit-elle, les larmes commençant à couler sur ses joues minces, et tante Martha a dit, « Les vrais papas ne laissent pas leur fille seule aussi longtemps. » Édouard comprit la cruauté systématique de ce qui se passait. Non seulement il l'avait physiquement séparée de Sophia, mais il détruisait délibérément la confiance et l'amour entre eux par des mensonges et des manipulations psychologiques. « Sophia, » dit Édouard, sa voix tremblante d'émotion, « tu as toujours Théodore. » Sophia hocha faiblement la tête et sortit l'ours en peluche de sous son oreiller. Le jouet était encore plus usé et Édouard remarqua d'autres morceaux de fourrure manquants. Sophia le serra contre sa poitrine comme si c'était sa seule connexion au bonheur. « Je lui raconte des histoires sur notre semaine ensemble, » chuchota-t-elle, pour qu'il n'oublie pas à quel point c'était bien. Édouard sentit les larmes lui brûler les yeux. « Sophia, écoute attentivement ce que je vais te dire. Je n'ai pas abandonné, je n'abandonnerai jamais. De mauvaises personnes essaient de nous séparer, mais je vais trouver un moyen de te récupérer. » « Promis ?» demanda-t-elle, mais Édouard pouvait entendre le doute dans sa voix. L'espoir avait été brisé tant de fois qu'elle osait à peine croire. « Je promets, » dit Édouard solennellement, « et cette fois, personne ne pourra plus jamais nous séparer. » Sophia ferma les yeux et posa sa tête sur son épaule. « Je rêve de notre maison toutes les nuits, » murmura-t-elle, « avec la grande cuisine et la grande télé, et toi qui fais des crêpes le matin. » Édouard serra Sophia délicatement, sentant à quel point elle était fragile dans ses bras. À ce moment-là, il prit une décision qui allait tout changer. Le système juridique les avait trahis, les règles de la société étaient utilisées comme des armes contre une enfant innocente. Quand il quitta le foyer 1 heure plus tard, Édouard n'était plus le même homme. La vue de Sophia dépérissant dans cet endroit, croyant qu'elle avait été abandonnée, avait brisé quelque chose en lui, simultanément, forgé une détermination de fer. Cette nuit-là, il appela maître Robert Anderson avec une proposition qui choqua l'avocat. Édouard était prêt à renoncer à toute sa fortune,
à exposer publiquement la corruption d'Isabella et à sacrifier sa position sociale si nécessaire. La guerre avait véritablement commencé, et cette fois, Édouard se battrait avec toutes les armes disponibles. Édouard ne dormit pas cette nuit-là, restant dans son bureau jusqu'à l'aube. Il rédigea un plan qui pourrait détruire sa vie sociale et financière, mais qui pourrait être le seul moyen de sauver Sofia. Les preuves recueillies par Marcus étaient étalées sur son bureau comme les pièces d'un puzzle macabre qui révélait l'ampleur de la vengeance d'Isabella. À 7 heures du matin, il appela le journaliste d'investigation le plus respecté de la ville, Raphaël Sterling, connu pour ses révélations sur la corruption et les injustices sociales. 1 heure plus tard, Raphaël était assis dans le salon d'Édouard, écoutant une histoire qui le choqua visiblement. « Monsieur Davis, dit Raphaël après avoir examiné tous les documents, si nous publions ça, il n'y a pas de retour en arrière. Votre vie privée sera exposée, votre ex-petit ami peut vous poursuivre en diffamation, et vous deviendrez le centre d'une controverse nationale. » Je comprends les risques, répondit Édouard calmement, mais une enfant innocente souffre en ce moment même. Sofia est malade, croyant qu'elle a été abandonnée, tandis que ceux qui sont censés la protéger sont achetés pour la tenir éloignée de moi. Raphaël prit quelques notes supplémentaires. Il me faudrait au moins 1 semaine pour vérifier toutes ces informations. Sofia n'a pas 1 semaine, l'interrompit Édouard. Chaque jour qu'elle passe dans ce foyer, elle tombe plus malade et plus convaincue qu'il n'y a plus d'espoir. J'ai besoin de votre aide maintenant. Cet après-midi-là, Édouard prit la décision la plus radicale de sa vie. Il convoqua une conférence de presse dans son bureau, quelque chose qu'il n'avait jamais fait de toute sa carrière. Des journalistes de tous les grands médias y assistèrent, curieux de savoir ce que le discret millionnaire allait annoncer. « Mesdames et messieurs, » commença Édouard, sa voix ferme malgré sa nervosité, « j'ai convoqué cette conférence de presse pour dénoncer une injustice commise contre une enfant de 6 ans nommée Sofia. » Il raconta toute l'histoire, depuis leur rencontre au restaurant jusqu'à la situation actuelle. Il montra les preuves de Marcus sur le sabotage d'Isabella, les pots de vin, les mensonges racontés à Sofia. Il n'épargna aucun détail sur son propre mensonge initial, assumant l'entière responsabilité de ses actions impulsives. « Je reconnais que ma décision cette nuit-là était impulsive, » admit Édouard, mais ce qui s'est passé ensuite, une enfant utilisée comme un pion pour la vengeance, un système corrompu pour séparer une famille, c'est inacceptable. Les questions des journalistes furent directes et parfois hostiles. Certains remettaient en question sa stabilité mentale, d'autres suggéraient qu'il était manipulé. Mais Édouard répondit à tous avec une honnêteté brutale sur ses sentiments, ses erreurs et sa détermination à protéger Sofia. « Pourquoi risquez-vous votre réputation pour une enfant que vous avez rencontrée il y a seulement quelques semaines ?» demanda un reporter. Édouard réfléchit un instant avant de répondre. « Parce que parfois, on découvre qui l'on est vraiment seulement lorsque tout ce que l'on considère important est en jeu. J'ai découvert que je serais capable de sacrifier ma fortune, ma position sociale, tout, pour protéger cet enfant. Cela me dit qu'elle n'est pas seulement une étrangère, elle est ma fille, dans tous les sens qui comptent vraiment. » La conférence de presse dura 2 heures. Quand elle se termina, Édouard savait qu'il avait signé sa propre condamnation à l'ostracisme social. Ses paroles seraient analysées, déformées, jugées. Mais il savait aussi qu'il avait fait la seule chose juste. Le soir même, l'histoire explosa sur tous les réseaux sociaux et dans les journaux télévisés. Justice pour Sofia devint un sujet tendance. Des vidéos de la conférence de presse furent partagées des millions de fois. L'opinion publique se divisa dramatiquement entre ceux qui voyaient Édouard comme un héros et ceux qui le considéraient comme un homme instable obsédé par une enfant. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Des centaines de personnes commencèrent à prendre la parole pour soutenir Édouard et Sofia. Des parents qui avaient fait face à des problèmes similaires avec le système d'adoption, des assistantes sociales honnêtes indignées par la corruption exposée, des citoyens ordinaires touchés par l'histoire d'une enfant abandonnée par le système qui devrait la protéger. Le 2e jour après la conférence de presse, une foule se rassembla devant la maison des enfants Sainte-Jude, exigeant que Sofia reçoive un traitement médical approprié et que les visites d'Édouard soient rétablies. La pression publique fut si intense que le bureau du procureur fut contraint d'ouvrir une enquête sur les plaintes contre Isabella et ses complices. Maître Robert Anderson appela Édouard le matin du 3e jour avec une nouvelle qui le fit pleurer de soulagement. « Édouard, nous avons obtenu une ordonnance d'urgence du tribunal. Sofia sera transférée dans un hôpital privé aujourd'hui pour traiter sa pneumonie, et vos visites quotidiennes sont autorisées pendant son traitement. » Édouard se précipita à l'hôpital plus vite qu'il ne l'avait jamais fait de sa vie. Lorsqu'il entra dans la chambre privée où Sofia était hospitalisée, elle était éveillée,
connecté à des machines qui surveillaient sa respiration, mais ses yeux avaient une étincelle qu'il n'avait pas vue depuis des semaines. « Papa !» s'exclama-t-elle en le voyant, essayant de s'asseoir dans son lit. « Les infirmières ont dit que tu avais combattu le monde entier pour moi. » Édouard s'approcha du lit et lui tint sa petite main. « J'ai combattu, et je continuerai de me battre jusqu'à ce que je te ramène à la maison pour toujours. » Cette fois, demanda Sophia, sa voix pleine d'un espoir prudent. Édouard regarda dans les yeux de sa fille et fit une promesse qu'il savait pouvoir tenir, quel qu'en soit le prix, pour toujours, mon amour. Pour toujours. De l'extérieur, on entendait les chants de centaines de personnes qui s'étaient rassemblées à l'hôpital, réclamant justice pour Sophia. Le mensonge qu'Édouard avait raconté cette nuit-là au restaurant était en train de devenir la vérité la plus puissante de sa vie. Une semaine après la conférence de presse qui a changé sa vie, Édouard se retrouva dans le bureau du juge chargé de l'affaire de Sophia. La pression publique avait été si immense que le bureau du procureur avait été contraint d'accélérer toutes les enquêtes. Les résultats avaient été dévastateurs pour Isabella et ses complices. Le docteur Charles Thompson avait été suspendu de ses fonctions après la découverte de mets prouvant sa participation au complot visant à retarder le processus d'Édouard. 3 employés du foyer avaient été licenciés pour avoir accepté des pots de vin afin de maltraiter Sophia et de mentir sur son bien-être. Et Isabella ? Isabella avait simplement disparu, fuyant à l'étranger avant que des accusations formelles ne puissent être déposées. Monsieur Davis, dit le juge Arthur Jenkins, un homme aux cheveux gris et à l'expression bienveillante, après avoir examiné toutes les preuves et le rapport psychologique confirmant sa pleine stabilité mentale, ainsi que l'avis médical sur la remarquable guérison de Sophia depuis qu'elle était sous ses soins à l'hôpital, ma décision est claire. Édouard retint son souffle. Sophia était à ses côtés, vêtue d'une robe bleu clair qu'il lui avait achetée, ses cheveux retrouvant déjà leur éclat après une semaine de bonne nutrition et de soins médicaux. Elle tenait Théodore d'une main et la main d'Édouard de l'autre. L'adoption est accordée, avec effet immédiat, annonça le juge. Mademoiselle Sophia devient officiellement Sophia Davis, fille légitime d'Edward Davis, avec tous les droits et responsabilités que cela implique. Sophia regarda Édouard avec de grands yeux. « Cela signifie que je suis ta vraie fille maintenant ? Pour toujours ? » « Pour toujours, confirma Édouard, des larmes de bonheur coulant sur son visage. « Tu es ma fille et je suis ton père. Personne ne pourra plus jamais nous séparer. » Sophia laissa échapper un cri de joie et se jeta dans les bras d'Édouard. « Papa! Mon vrai papa !» Maître Robert Anderson, qui avait accompagné tout le processus, sourit largement. « Édouard, je n'ai jamais vu un cas se résoudre aussi rapidement. La mobilisation publique a été extraordinaire. » C'était vrai, ces derniers jours, Édouard avait reçu des milliers de messages de soutien de personnes du monde entier. L'histoire d'un homme qui avait sacrifié sa position sociale pour sauver une enfant abandonnée avait touché les cœurs sur tous les continents. Des dons affluaient chaque jour pour des œuvres caritatives pour enfants au nom de Sophia. « Papa, dit Sophia alors qu'il quittait le palais de justice, on peut rentrer à la maison maintenant et faire des crêpes. » Édouard rit, un son qu'il n'avait pas produit depuis des semaines. « On peut faire des crêpes tous les jours si tu veux. » « Pas tous les jours, répondit Sophia sérieusement, sinon ce ne sera plus spécial. » La sagesse simple de la fillette continuait de surprendre Édouard. Pendant son séjour à l'hôpital, elle avait encore plus mûri, montrant une capacité impressionnante à pardonner et à aller de l'avant. Quand il lui avait demandé si elle était en colère contre les personnes qui lui avaient fait du mal, Sophia avait répondu « Maman a toujours dit, garder de la colère, c'est comme tenir un charbon ardent, ça ne brûle que celui qui le tient. » C'était la première fois que Sophia mentionnait sa mère biologique depuis leur rencontre. Édouard savait qu'il y avait encore beaucoup d'histoires à découvrir sur le passé de sa fille, mais maintenant ils avaient tout le temps du monde pour cela. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent au même restaurant où tout avait commencé. Le gérant, Monsieur Thomas, les accueillit avec des sourires chaleureux. Monsieur Davis, Sophia, les salua-t-il. « C'est un honneur de vous revoir. Votre table est réservée. » Pendant le dîner, Sophia regarda autour du restaurant élégant avec une perspective complètement différente. « Papa, dit-elle, tu te souviens quand j'ai demandé à manger ici la première fois ? » « Je me souviens de chaque seconde, répondit Édouard. « J'avais tellement peur, continua Sophia, mais quand tu as dit que j'étais ta fille, même si c'était un mensonge, j'ai eu l'impression que le monde n'était peut-être pas si effrayant après tout. » « Ce n'était pas un mensonge, corrigea Édouard doucement. Mon cœur connaissait déjà la vérité avant que ma tête ne la comprenne.
Tu as toujours été ma fille, Sophia. Il fallait juste que le reste du monde le reconnaisse aussi. Sophia sourit et se tourna vers l'assiette de pâtes qu'elle avait commandée, la même que la première nuit, mais cette fois, elle mangea lentement, savourant chaque bouchée, sachant qu'il y aurait beaucoup d'autres repas à venir. « Papa, dit-elle soudain, qu'est-ce qui est arrivé à la jolie dame qui habitait dans notre maison ?» Édouard hésita. Comment expliquer Isabella à une enfant? Elle a décidé qu'elle ne voulait pas faire partie de notre famille. Sophia réfléchit un instant. Elle a beaucoup perdu, n'est-ce pas? Notre famille est très bien. Édouard sourit, impressionné une fois de plus par la sagesse de sa fille. Oui, elle a beaucoup perdu. Quand ils rentrèrent à la maison cette nuit-là, Sophia courut directement dans sa chambre, maintenant officiellement sa chambre pour toujours. Édouard la regarda ranger soigneusement ses quelques affaires, plaçant Théodore à une place d'honneur sur le lit. « Papa, appela-t-elle de la chambre, tu peux venir ici. » Édouard la trouva assise sur le lit, tenant quelque chose dans ses mains. C'était le dessin qu'elle avait fait des semaines auparavant, les deux bonshommes allumettes avec un cœur rouge entre eux. « Quand j'étais au foyer, j'ai cru que ce dessin était devenu un mensonge, dit-elle. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Il n'est jamais devenu un mensonge, l'assura Édouard, s'asseyant à côté d'elle sur le lit, et il ne le deviendra jamais. Sophia se blottit contre lui. « Papa, merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci de m'avoir appris ce que signifie être père, répondit Édouard en l'embrassant sur le dessus de la tête. Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur rencontre, tous deux dormirent en paix totale, sachant que rien ni personne ne pourrait jamais les séparer. Le mensonge né de la compassion était devenu la plus belle vérité de leur vie. 6 mois après cette nuit transformatrice au restaurant, Édouard se réveilla à l'arôme des crêpes venant de la cuisine. Il était 7 heures du matin en ce samedi ensoleillé et Sophia avait insisté pour préparer elle-même le petit déjeuner en surprise du samedi, une tradition qu'ils avaient créée ensemble. En descendant à la cuisine, il trouva sa fille debout sur un tabouret, se concentrant pour faire sauter une crêpe en l'air. Ses cheveux étaient attachés en 2 tresses qu'elle avait appris à faire elle-même, et elle portait le tablier d'enfant qu'Édouard lui avait spécialement acheté, avec Chef Sophia brodé sur le devant. « Bonjour papa, dit-elle joyeusement en le voyant. Je fais des crêpes à la banane, tes préférées. » Édouard sourit, observant comment Sophia avait gagné en confiance et en compétence. La fillette timide et effrayée qu'il avait rencontrée s'était transformée en une enfant vibrante, curieuse et pleine de vie. Elle fréquentait une école privée où elle excellait rapidement grâce à son intelligence et sa gentillesse naturelle. « Besoin d'aide ? » proposa Édouard. « Non merci, je peux le faire toute seule maintenant, » répondit Sophia fièrement. « Mais tu peux faire le jus d'orange, je n'arrive toujours pas à atteindre le presse-agrumes. » Pendant qu'ils préparaient le petit déjeuner ensemble, Édouard réfléchit à la façon dont sa vie avait complètement changé. Financièrement, il avait perdu quelques contrats en raison de la controverse initiale, mais sa décision courageuse d'exposer la corruption avait également attiré de nouveaux partenaires qui admiraient son intégrité. Socialement, il avait perdu quelques connaissances superficielles, mais avait gagné de véritables amitiés avec des personnes qui valorisaient le fond plutôt que l'apparence. « Papa, dit Sophia alors qu'il servait les crêpes, aujourd'hui est un jour spécial, tu sais. » « Pourquoi » demanda Édouard, s'asseyant à la table qui avait maintenant 2 couverts permanents, 2 chaises appartenant à une vraie famille. « Parce que cela fait exactement 6 mois que tu m'as trouvé, » expliqua Sophia. « Un semestre que nous sommes une famille. » Édouard avait oublié la date exacte, mais Sophia l'avait gardée en mémoire comme un jalon sacré. « Tu as raison, c'est notre anniversaire de famille. »« Et j'ai une surprise pour toi, » dit Sophia, courant dans sa chambre et revenant avec un petit paquet mal emballé, clairement préparé par des mains enfantines. Édouard ouvrit soigneusement le cadeau et trouva un simple cadre en bois que Sophia avait décoré avec des autocollants colorés et des paillettes. À l'intérieur, il y avait une photo d'eux deux, prise la semaine précédente au parc, tous deux souriant largement alors que Sophia s'accrochait aux épaules d'Édouard. « C'est pour ton bureau, » expliqua Sophia, « pour quand tu t'ennuieras de moi au travail. » Édouard sentit ses yeux se remplir de larmes. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » « Lis ce qui est écrit au dos, » demanda Sophia, contenant à peine son excitation. Édouard retourna le cadre et lut le message écrit de la main encore incertaine de Sophia, « Au meilleur papa du monde, merci d'avoir menti ce jour-là et d'avoir rendu le mensonge vrai. Je t'aime pour toujours, Sophia. » « Sophia, » chuchota Édouard, complètement submergé. « Théodore m'a aidé à l'écrire, » confessa-t-elle, désignant l'ours en peluche assis sur sa propre petite chaise à table. «
Il a dit que c'était vrai parce que tu es vraiment le meilleur papa du monde. Après le petit déjeuner, ils allèrent au parc où Sofia avait appris à faire du vélo. Édouard la regarda pédaler avec confiance le long des sentiers, s'arrêtant occasionnellement pour cueillir des fleurs ou observer des oiseaux. D'autres familles profitaient de ce samedi ensoleillé, et plusieurs personnes saluèrent chaleureusement Édouard et Sofia. Leur histoire était devenue un symbole d'espoir dans la ville. La maison des enfants Sainte-Jude avait été rénovée grâce aux dons qui affluaient après la révélation de ces conditions précaires. 3 autres enfants avaient été adoptés par des familles inspirées par l'histoire d'Édouard et Sofia. Et Isabella? Elle n'avait jamais tenté de reprendre contact, apparemment en train de construire une nouvelle vie loin des conséquences de ses actions. « Papa, » dit Sofia lorsqu'ils s'arrêtèrent pour se reposer sur un banc ombragé, « tu regrettes quelque chose ?» La question surprit Édouard. « Pourquoi demandes-tu ça ?» La maîtresse a dit que parfois les adultes regrettent les décisions qu'ils prennent quand ils sont en colère ou tristes, expliqua Sofia. « Étais-tu triste ce jour-là au restaurant ?» Édouard réfléchit attentivement avant de répondre. « J'étais très seul, admit, mais je ne regrette rien de ce qui s'est passé ensuite. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans ma vie, même si j'ai perdu de l'argent et des amis, insista Sofia. Sofia, dit Édouard, prenant ses petites mains dans les siennes, j'ai appris qu'il y a 2 sortes de richesses dans le monde. L'une que tu peux perdre si tu ne fais pas attention, l'autre qui grandit plus tu la partages. Tu m'as appris laquelle compte vraiment. Sofia sourit et se blottit contre lui sur le banc. J'ai aussi appris quelque chose d'important. Quoi ? Que parfois les anges se déguisent en gens ordinaires, dit-elle, et parfois il faut être très triste ou très affamé pour reconnaître un ange quand il apparaît. Édouard embrassa le dessus de la tête de Sofia, ressentant une profonde gratitude pour chaque événement qui les avait menés à ce moment parfait. Quand ils rentrèrent à la maison tard l'après-midi, ils s'arrêtèrent une fois de plus devant l'Ernada. Le restaurant continuait d'être l'un des plus élégants de la ville, mais maintenant, il était aussi connu comme l'endroit où la plus belle histoire d'amour de la ville avait commencé, comme l'avait écrit un article de journal. « Papa, » dit Sofia, regardant l'entrée où tout avait commencé, « tu penses que d'autres enfants comme moi ont besoin de papa comme toi ?» Édouard regarda sa fille, impressionné une fois de plus par sa capacité à penser aux autres, même après tout ce qu'elle avait traversé. « Oui, probablement. »« Alors, peut-être que nous pourrions les aider à en trouver, » suggéra Sofia. « Pas pour vivre avec nous, parce que notre famille est déjà parfaite telle qu'elle est, mais pour aider d'autres papas et mamans à ne pas avoir peur d'aimer. » Édouard sourit, réalisant que Sofia avait planté la graine de quelque chose qui pourrait devenir son prochain objectif. « Tu penses que nous devrions créer une fondation pour aider les enfants à trouver des familles ? » « Oui, » s'exclama Sofia. « Et nous pourrions l'appeler la Fondation Théodore. »« Pourquoi Théodore ? » « Parce qu'il a pris soin de moi quand j'étais seul, tout comme toi, » expliqua Sofia logiquement, « et maintenant il peut aider d'autres enfants à trouver leurs anges aussi. » Cette nuit-là, alors qu'il couchait Sofia, Édouard comprit que son voyage en tant que père ne faisait que commencer. Il avait appris que le véritable amour n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on choisit de créer chaque jour par de petits actes de courage et de gentillesse. « Papa, » chuchota Sofia alors qu'il quittait la pièce, « merci d'avoir menti ce jour-là. » « Merci d'avoir transformé mon mensonge en la plus belle vérité de ma vie, » répondit Édouard. Sofia sourit et ferma les yeux, serrant Théodore contre sa poitrine. Édouard la regarda un instant, sachant que désormais, chaque mensonge dit par amour pouvait devenir la vérité la plus précieuse du monde. Parfois, les plus belles histoires commencent par les mots les plus improbables, prononcés par des cœurs qui choisissent de voir au-delà des apparences et de reconnaître l'humanité en chaque enfant oublié par le monde.